Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 21 avril et voici les titres. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans moins de 2 jours. Il faut que tout soit prêt pour accueillir les quelques 520 000 électeurs vendéens. Les mairies sont donc à pied d'œuvre pour préparer les bureaux de vote. Nous avons suivi les préparatifs dans 2 communes du département. Le Puy du Fou sera une nouvelle fois primé par le TA Award ce samedi. Ce prix équivalent des Oscars dans le monde du spectacle récompense la création du dernier panache. Mais derrière cette réussite se cachent aussi des entreprises du territoire. Master Industrie, PME à Lavéry, a conçu les gradins mobiles. Alors ce titre est également une manière de la récompenser. La solo Maître Coq démarre lundi prochain pour une série d'épreuves et parmi les compétiteurs, vous pourrez retrouver Jérémy Bayou mais aussi Yann Eliès, habitué de cette course. Dans le clan des Bisus, il y aura la toute nouvelle recrue du team Vendée Formation, Julien Pulvé. Nous l'avons suivi en plein entraînement le long des côtes vendéennes. Mais avant de développer tous ces titres, revenons sur cet attentat perpétré ce jeudi soir à Paris. Un individu armé a ouvert le feu sur des policiers en patrouille sur l'avenue des Champs-Élysées. L'un d'eux a été tué et 2 autres sérieusement blessés. Une patiente a également été touchée. L'agresseur a quant à lui été abattu quelques minutes après l'attaque revendiquée par l'État islamique. Ce vendredi matin, François Hollande a convoqué un conseil de défense. Il a été question du dispositif de sécurité mis en place pour lutter contre le terrorisme. Et c'est dans ce contexte très tendu que nous sommes appelés aux urnes ce dimanche. Le premier tour de l'élection présidentielle sera sous haute surveillance. Plus de 50 000 policiers et gendarmes appuyés par des militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl en début de semaine. Mais outre la sécurité, à moins de 2 jours du scrutin, il faut préparer les bureaux de vote. On en dénombre 602 en Vendée qui devront être prêts pour ouvrir ce dimanche à 8 h. Il ne faut rien oublier pour que le vote se déroule dans les meilleures conditions. Élodie Pépin. À quelques heures du premier tour de l'élection présidentielle, c'est le moment des derniers préparatifs. Il faut remettre les compteurs des urnes à zéro, positionner les bulletins de vote et installer les isoloirs. À Couex, 3 salles, 3 bureaux de vote sont mis à disposition des 2400 électeurs. Nous avons 2 bureaux de vote qui sont totalement opérationnels. Le 3e est en cours, mais pour des raisons, je dirais, de sécurité, les bulletins seront amenés dimanche matin. On est fin prêt, oui, on est fin prêt pour recevoir les 2400 électeurs de Couex. Plus au nord du département, c'est aussi l'heure des derniers préparatifs. Mais ici, aucun papier sur les tables. Depuis les élections européennes de 2004, la commune des Herbiers est dotée d'urnes électroniques. On a les bulletins de vote qui sont affichés, mais qui ne sont pas en version papier, parce que nous avons des machines à voter. Donc. Des machines à voter comme celle-ci, dont le fonctionnement est très simple. Là, je ne peux pas vous présenter les machines à voter qui sont sous scellées et qui sont enfermées en attendant l'élection de dimanche. Le clavier de la machine à voter ressemble à ça. Il y a un numéro par candidat. Il y a également le vote blanc. Il n'y a pas de bulletin nul, mais il y a les bulletins blancs. Il est possible de voter blanc. Et après, on appuie sur la touche bleue, valider pour voter, tout simplement. Avantage de ces urnes électroniques, le dépouillement est beaucoup plus rapide. Il suffit d'appuyer sur une touche pour obtenir les résultats. Quant à savoir qui succédera à François Hollande, il faudra encore patienter jusqu'au 7 mai prochain, sauf surprise, dès le premier tour. Et pour suivre les principaux résultats de cette élection présidentielle, sachez que TV Vendée les diffusera en direct ce dimanche soir. Rendez-vous à partir de 20 h sur la chaîne 34, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur ce premier tour dans notre édition de lundi. Au chapitre agriculture, après les éleveurs laitiers de viande bovine, c'est au tour des éleveurs de lapins de demander une revalorisation des prix. Ce jeudi après-midi, une délégation d'une dizaine d'éleveurs vendéens s'est retrouvée dans un supermarché de la Châtaigneraie. Une commune qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle se situe au cœur de la production cunicole du département. Et ces agriculteurs ont donc rencontré le directeur de la grande surface et réclamé que le prix de vente au kilo soit augmenté. Une demande qui a déjà été faite depuis plusieurs mois. Et pour alerter également les consommateurs, des étiquettes ont été collées sur les produits. On avait rencontré plusieurs enseignes de la grande distribution à Paris
pour leur expliquer nos difficultés dans la filière cunicole française. On n'a pas le sentiment d'avoir été vraiment entendu et on voulait exprimer une nouvelle fois nos difficultés pour que le prix soit revalorisé et que puisse être revalorisé après aux producteurs le prix du lapin vif. Donc aujourd'hui, il faudrait 20 centimes du kilo de lapin vif, donc, ce qui représenterait à la distribution environ 50 centimes du kilo vendu aux consommateurs. Le Puy du Fou recevra une nouvelle fois ce samedi à Los Angeles le TA Award de la meilleure création du monde pour son spectacle Le Dernier Panache. Ce titre est l'équivalent des Oscars du cinéma, mais pour les spectacles. Une nouvelle récompense qui vient saluer l'originalité et la créativité du Puy du Fou. Et pour que la magie opère, le parc n'a pas hésité à faire appel à des entreprises du département. C'est le cas de Master Industries, située à La Vairie. C'est elle qui a conçu et construit la tribune mobile de l'attraction. Cette PME de 45 salariés a déjà eu l'occasion de réaliser de beaux projets pour des théâtres prestigieux, mais jamais une structure d'une telle ampleur. Samuel Grasset revient pour nous sur cette aventure. C'est l'un des derniers projets qu'aura eu à gérer l'an dernier Jean-Louis Sarrazin avant de prendre sa retraite. Une commande exceptionnelle et inédite pour le Puy du Fou. Une tribune de 46 mètres de diamètre et de près de 200 tonnes qui tourne sur elle-même. Une innovation au cœur du spectacle, Le Dernier Panache. C'est une tribune qui tourne sur 720 degrés. Ça veut dire qu'on a un système qui permet de faire 2 tours maximum et qui peut faire des allers-retours. On peut dire que c'est la première tribune qui fonctionne, pour nous, mais pour pas mal de fabricants aussi dans le monde, qui fonctionne avec du public sur la tribune. En général, on fait des systèmes télescopiques. Le public est parti, en fait, quand on replie la tribune. Là, on a un système avec le public sur la tribune. Le principal défi, que les 2400 spectateurs ne se rendent compte de rien pendant le spectacle, ni bruit, ni secousse. De la conception à la réalisation, ce projet a demandé près de 8 mois de travail aux équipes de Master Industries. La PME de La Vairie développe depuis 30 ans des tribunes pour les stades ou les salles de spectacle. Sa spécialité, les gradins télescopiques. Le principe des tribunes télescopiques, c'est que chaque niveau vient s'encastrer l'un dans l'autre pour pouvoir prendre le moins de place possible une fois fermé. Ici, ce sont donc les plateaux, c'est la pièce maîtresse de la structure que nous fabriquons donc en grande quantité, notamment en ce moment pour l'Arena d'Aix-en-Provence qui est en cours de fabrication. Aix-en-Provence, mais aussi le Théâtre des Champs-Élysées ou le Vent d'Espace de Mouilleron-le-Captif. L'entreprise équipe des salles à travers toute la France et mise désormais sur l'étranger pour se développer. L'export représente aujourd'hui 30% de son chiffre d'affaires. On travaille beaucoup avec le Canada, le Qatar, on a fait aussi des réalisations à Dubaï. Aujourd'hui, nos concurrents français ils font assez peu d'export. On est le principal concurrent à se développer à l'export sur la France. Donc on rencontre d'autres concurrents à l'étranger. L'entreprise vendéenne sait qu'elle ne décrochera pas de sitôt un projet aussi important que celui du Puy du Fou. Mais elle compte bien se servir de la notoriété du parc des Épaisses et de sa récompense internationale comme carte de visite. Et autre information concernant le Puy du Fou, sachez qu'un parc espagnol verra le jour à l'horizon 2020. Il sera construit à Tolède et sera dédié à l'histoire de l'Espagne. Montant de l'investissement pour le parc environ 197 millions d'euros. Saluer le courage et la détermination des skippers, c'était le but de la réception organisée ce jeudi en l'honneur des navigateurs du Vendée Globe. C'est la deuxième fois que François Hollande invite à l'Élysée ces marins audacieux qui s'élancent à l'assaut des mers en solitaire. Devant un parterre d'élus vendéens, de sponsors et même de scolaires, dont des élèves de l'école de la Châtaigneraie, Armel Lecléache et Thomas Coville ont reçu tous les deux la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Un titre reçu pour l'un en tant que vainqueur du Vendée Globe 2016-2017 et pour l'autre en tant que recordman du monde à la voile. On reste dans le monde de la voile puisque nous allons à présent parler de la course qui débutera en début de semaine prochaine au Sables d'Olonne. La solo Maître Coq, cette année est une année particulière puisque les organisateurs ont enregistré un nombre record d'inscrits.
41 navigateurs s'affronteront donc. Certains tout juste remis de leurs émotions du Vendée Globe, comme Arnaud Boissière, Jérémy Bayou et Yann Eliès. 5 nationalités sont représentées et plusieurs bisous se frotteront aux épreuves. C'est le cas de Julien Pulvé. Ce Rochelais de 31 ans, nouveau skipper du team Vendée Formation, se lance dans le circuit Figaro. Nous l'avons suivi en plein entraînement du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sous le regard de son entraîneur, Julien Pulvé enchaîne les manœuvres sur le Figaro du team Vendée Formation. À 31 ans, le skipper originaire de La Rochelle a intégré la structure en décembre dernier. Il a débuté la navigation sur Dériveur, Optimiste, puis 420. Il découvre ensuite la course au large avec le Mini 650. Il a d'ailleurs disputé la Mini Transat en 2013 et 2015. Le navigateur a souhaité ensuite évoluer vers la classe Figaro. Son CV, mais aussi son projet de carrière et son caractère ont séduit les dirigeants du team Vendée. C'est vrai que je pense que les 2 mini transats que j'ai faites auparavant m'ont un petit peu aidé. J'ai notamment aussi été préparateur sur Figaro Beneteau pour 2 skippers différents sur les 3 dernières années. C'était un petit peu mon approche technique du support Figaro Beneteau pour un petit peu le connaître de manière technique avant d'espérer le skipper un jour. Et voilà, donc ça faisait pour moi une démarche assez logique par rapport à ce projet professionnel de course au large. Ouais. C'est quelqu'un de très réfléchi. Il ne met pas les pieds n'importe où. Il sait bien avancer comme il le faut. Convivial, ça aussi c'est important dans notre team. Et puis c'est un fonceur et c'est un compétiteur. Donc c'est tout ce qu'il nous faut et pour l'ensemble du team et pour le projet Figaro qu'il a entre les mains. Julien Pulvé a disputé sa première course en Figaro au début du mois. C'était sur la Solo Concarneau. Il termine 20e et 2e bisu. Il se prépare maintenant pour la Solo Maître Coq, une épreuve à domicile pour le team Vendée. Je l'aborde de manière entre guillemets sereine, c'est-à-dire que j'y vais pour continuer de m'expérimenter. Et donc voilà, je vais mettre en place un petit peu tout ce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, ce que j'ai retenu et appris de la Solo Concarneau. Et puis voilà, on va tout donner comme d'habitude, mais j'espère faire un bon résultat. Julien, même si il est un petit peu plus âgé que les autres, est un bisu cette année sur le circuit Figaro. Donc oui, on a un objectif de podium. Alors évidemment, on aimerait la plus haute marche, mais déjà un podium, ce serait chouette. Mais on sait qu'il en est capable, donc on a hyper confiance. Après la Solo Maître Coq, Julien Pulvé se projettera sur le rendez-vous de la saison, la Solitaire du Figaro, qui aura lieu du 4 au 21 juin. Les skippers ouvriront donc les hostilités ce lundi et mardi avec différentes manches de la compétition le long des côtes vendéennes avant de s'élancer pour une course au large à partir de jeudi et jusqu'à samedi. Et avant de refermer cette page voile, cette dernière information, l'association de classe des voiliers monotypes J80 a choisi les Sables-d'Olonne pour organiser son championnat du monde. Au moins 10 pays et plus d'une centaine de voiliers s'affronteront donc du 14 au 18 juillet 2018. Ils concourront pour plusieurs régates et se disputeront le titre très envié de champion du monde de la catégorie. On en vient à l'agenda sport du week-end. On commence avec du rink hockey. Ce week-end est un week-end décisif pour la Vendéenne. Ils remettent en jeu leur titre de vainqueur de la Coupe de France à Nantes. Pour les soutenir, sachez que le premier match contre Saint-Omer aura lieu samedi à 17h30 à la salle du Croissant. En même temps, Nantes affrontera Quévert et les 2 vainqueurs se feront face dimanche à 11h pour la finale. En football, Fontenay-le-Comte jouera contre le leader du groupe de CFA Cholet. Rendez-vous à 18h30 ce samedi au stade Emmanuel Murzeau. Parlons ensuite de basket. De vendredi à dimanche, les amateurs ont rendez-vous pour assister au tournoi national féminin U18 à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Ces 3 jours se clôtureront avec le match des play-offs et quarts de finale aller de la Ligue 2 féminine. Les filles de La Roche-sur-Yon se frotteront aux joueuses de Montbrison. Enfin, Tous en roller, c'est le nom de l'opération qui sera proposée tout au long du week-end à Saint-Jean-de-Mont. Différentes structures seront aménagées et des initiations à cette discipline de glisse seront proposées aux petits comme aux grands. Pour la 26e année, le réseau Famille Rurale de Vendée organise son Printemps des chorales. Près de 2500 choristes répartis sur l'ensemble du département se retrouvent pour une série de concerts. Pendant 5 jours, plus de 40 chorales départementales donc interprètent devant un public d'amateurs des chants traditionnels mais aussi contemporains.
En plus de ces récitals, des spectacles de musique, d'humour et de contes sont prévus pour apporter une petite touche de nouveauté et de fantaisie. Ces rencontres comptent pour ces choristes qui peuvent ainsi se retrouver autour de ce temps fort convivial. Pour les seniors, c'est très important parce que ils se retrouvent surtout. Parce que comme les seniors, ils aiment beaucoup se retrouver. Les chorales, pour eux, c'est sensationnel parce que ça leur fait la mémoire. Tout ce qui a rapport avec le chant, c'est très important pour eux. Ça les motive de chanter aussi devant un public parce qu'il y a quand même des gens qui viennent les voir, qui ne sont pas des choristes du tout. Et les choristes, entre eux, ils viennent même voir les autres chanter. Plus que quelques jours de vacances avant la reprise des cours pour les élèves de notre zone. Et pendant cette période de repos, différentes animations sont proposées. Nous avons évoqué le festival Kids Folie dans notre précédente édition. Et ce soir, nous partons en direction du Sud Vendée. L'abbaye de Nieul-sur-le-Tise organise des ateliers contés. Baptisés les abeilles et l'abbaye au Moyen-Âge, ils permettent aux enfants de découvrir l'importance de cet insecte au XIIe siècle. Observation des abeilles dans leur milieu naturel, explication de la fabrication des bougies, du miel et des tablettes en cire. Tout un programme qui donne l'occasion aux enfants de goûter, mais aussi de créer le temps d'un après-midi. Cyril Guillet. Aujourd'hui, nous allons découvrir le monde des abeilles et le monde de la ruche au Moyen-Âge. Alors, si vous voulez bien me suivre, on va d'abord aller un peu dans le jardin, voir si toutefois il y a quelques abeilles, et ensuite nous monterons dans mon laboratoire. Alors aujourd'hui, nous avons travaillé autour de la ruche et des abeilles, parce qu'au Moyen-Âge, et notamment dans les abbayes, les ruches étaient très importantes, puisqu'elles fournissaient le miel, mais surtout la cire. Et la cire d'abeille était réputée pure, et c'était quasiment l'image de la Vierge Marie. Donc il y avait une symbolique très forte, on en produisait énormément, et les abbayes en étaient grandes consommatrices. Je vais vous laisser passer ça, vous allez sentir. Quand même, parce que c'est autre chose que ce que vous avez à la maison, j'en suis sûre. Dans son laboratoire, Aénor fait découvrir à ses petits élèves d'un jour les diverses utilités de la ruche et de ses abeilles au XIIe siècle. La cire, bien sûr, qui servait à fabriquer des petites boîtes à reliques ou des tablettes d'écriture, mais aussi le miel. On en met dans les gâteaux, dans les confitures au Moyen-Âge, parce que le sucre, il y en a, mais ça vient de très très loin. Ça vient d'Orient et on ne sait pas le faire chez nous encore. Donc chez nous, on a déjà le miel. Donc ça, c'est une richesse. Le miel, à cette époque, est surtout utilisé pour se soigner. Mélangé avec des plantes, il servait donc de remède. Il ne s'agit pas de faire un cours comme à l'école. Et moi, pour fixer mes paroles, eh bien, je leur fais faire un atelier pratique. Donc là, aujourd'hui, on a fini en fabriquant une petite bougie à la cire d'abeille. Et je pense qu'il leur en restera toujours quelque chose. À l'issue de cet atelier, chacun repartira avec sa bougie personnalisée et un œil nouveau sur les abeilles et leur travail. J'ai bien aimé quand on a appris comment ça se construisait une ruche, comment ils faisaient le miel et aussi comment on faisait les bougies. Elles pouvaient faire du miel, des alvéoles. Que le miel c'était leur salive et que ça soignait les maladies aussi. Cette animation s'est terminée comme elle avait commencé à l'extérieur de l'abbaye, autour d'un bon goûter, au menu pain d'épices et dégustation de miel d'acacia et de miel des montagnes. Et à noter que ces ateliers sont ouverts à tous, c'est prévu jusqu'à dimanche de 14h30 à 17h45. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce week-end. Ces 2 jours de repos promettent d'être magnifiques. Grand soleil parfois voilé par quelques nuages, mais qui seront très vite chassés par le vent qui souffle encore. Le thermomètre dépassera quand même les 20 degrés ce samedi. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Elodie Pépin. D'ici là, passez un très bon week-end et à bientôt.